bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh chaque semaine. Comme vous le savez, j'essaye de faire en sorte de pouvoir publier un commentaire avec les différents journalistes qui m'interviewent concernant l'Haftara. Et puis, chaque semaine, j'essaie de vous transmettre une approche de la texture biblique à travers la parashat Hashavua. Cette semaine, la parashat de Massai est dans le chapitre 34, comme dans le chapitre 25 du livre de Bamidbar, on reste et nous répétons cette idée que la terre sera divisée en fonction d'une loterie à venir. Les Écritures, le texte, ne précisent pas quel en sera le sort et de qui. Mais il est certain que cela concerne, bien entendu, les 9 tribus ennemies, étant donné que nous avions vu que Gad, Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché revendiquaient ces terres de Transjordanie. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Mais cela m'a amené à me souvenir d'un événement qui se déroula en Eretz Israël au tout début de ce qu'on appelait la présence juive en Palestine, à la fin de la première décennie du XXe siècle. Également, le destin par tirage au sort fut interpellé et dut aider à la distribution de terres domaniales. Entre l'été de 1906 et le printemps de 1909, un groupe de dizaines de familles juives se sont formées à Jaffa, exprimant un désir probant de s'installer dans ces nouveaux quartiers, ou plutôt dans ce nouveau quartier dont je vais vous parler, qui devait se développer au nord de Jaffa. Les chefs de ces familles étaient des commerçants, des hommes d'affaires, des artisans, des fonctionnaires, des professionnels indépendants. C'était là le tout début de ce qu'on appelait Achuzat Bait ou Achuzat Bet, qui deviendra très prochainement ce que nous connaissons tous comme étant Tel Aviv. Les fondateurs de Achuzat Bait décidèrent de s'établir dans une banlieue moderne et pour cela de créer, d'établir des fondations les plus larges possibles et à travers ces fondations de construction, eh bien d'y établir une rue qui deviendra célèbre, Sderot Herzl, perpendiculaire au chemin de fer Jaffa-Jérusalem. Au bout de cette large avenue se trouvera ce fameux gymnase hébraïque de Herzliya. Le 11 avril 1909, mercredi 20 Nissan 5669, des centaines de futurs résidents du nouveau quartier se rassemblèrent au croisement du boulevard Rothschild et de la future rue Herzl. On y organisait ici, à ce moment-là, une cérémonie pour l'attribution des 60 premiers lots de terre. La cérémonie fut dirigée par Akiva Aryeh Weiss. Celui-ci, étonnamment, apporta du bord de mer 60 coquillages blancs, sur lesquels, après les avoir séchés, il inscrivit à l'encre noire les noms de chacune des familles. Il rajouta à cela 60 coquillages bruns sur lesquels il indiqua, vous l'avez deviné, les numéros de chacune des parcelles concernées. On mit tout dans des sacs séparés, on mélangea les coquilles blanches, on mélangea les coquilles brunes, et cela afin de déterminer le domaine où chaque famille pourra s'installer. Il est intéressant de noter qu'une des rues qui existait déjà en 1909, au moment de cette cérémonie, de cette loterie, était Nachalat Binyamin, le terroir de Binyamin s'appelait-elle. Elle appartenait au quartier du même nom et qui plus tard va fusionner au sein de la nouvelle Tel Aviv. Le nom de cette rue peut constituer, en tout cas
du fait de son appellation prémonitoire, un lien entre la loterie mentionnée au chapitre 34 de notre livre, Parashat Masai, dans le livre de Bamidbar, et la loterie au coquillage durant l'année 1909. Je me suis permis, grâce à vous, de relier hier et aujourd'hui. Au chapitre 35, l'un des enseignements les plus inspirants et les plus pertinents à ce propos du Rav Yosef Dov Soloveitchik, le fondateur de la Yeshivat University à Boston, aux États-Unis, fut le suivant. La loi juive n'est pas enfermée hermétiquement dans les limites des sanctuaires du culte, mais elle doit pénétrer tous les recoins de la vie, depuis la place du marché, la rue, l'usine, la maison, le lieu de réunion, la salle de banquet, constitue le décor de la vie religieuse, ainsi l'écrit-il dans l'homme Isha Halacha, l'homme de la foi, page 94. Si nous examinons la multitude de défis auxquels la société est confrontée, l'un des plus difficiles à résoudre est celui, et non des moindres, de la réforme de la justice. L'héritage de punitions sévères plutôt que de réhabilitation crée de véritables problèmes systématiques avec lesquels nous devons compter pour les générations à venir. Par conséquent, dit-il, il est temps que ceux d'entre nous qui adhèrent à la loi et aux valeurs juives s'emploient à transformer les prisons afin qu'elles reflètent et protègent la dignité humaine inhérente, même pour ceux qui semblent ne pas la mériter. En effet, dit-il, les prisons de haute sécurité, par exemple aux États-Unis, comptent parmi les endroits les plus misérables de la planète. Des cellules de ciment impénétrables. On nourrit le détenu par un trou, un minimum d'exercice physique. Tout cela devenu la norme pour ceux qui résident dans ces cellules sans lendemain. Ces conditions ne sont pas simplement inhumaines. Elles provoquent et aggravent la pathologie mentale et augmentent le taux des récidives. Et pour sûr, l'inhumanité de l'incarcération n'a pas sa place dans la tradition juive. Mis à part la détention provisoire, la Torah n'a pas de modèle de prison tel que nous le comprenons aujourd'hui et n'offre qu'un certain nombre d'alternatives. La seule exception est une brève période au cours de laquelle les rabbins, sous influence romaine, ont institué une prison temporaire. Par contre, il y a un modèle important dans la Torah, le Eved Ivri, l'esclave hébreu, où l'on s'efforce de réparer les torts causés en venant servir celui qui a subi les dommages. Une autre alternative que nous connaissons, et que le Tanakh nous propose, est celle de la ville refuge Ir Hamiklat. Cette dernière offre un refuge aux meurtriers involontaires au sein d'une ville, d'une communauté protectrice opérant à presque tous les égards comme une ville normale. Vous avez compris, l'engagement juif envers la dignité humaine, même pour ceux qui ont violé les normes de la société, doit nous inciter à affirmer davantage d'alternatives à l'incarcération. Équipe de travail, surveillance électronique, probation, programme de condamnation à des peines éducatives, réhabilitation des toxicomanes, assignation à domicile. Ces options moins coûteuses et plus humaines peuvent contribuer à résoudre ces problèmes de manière plus durable et morale. Certes, nous devons veiller à maintenir des sanctions adéquates et efficaces pour les crimes, mais nous devons également nous rappeler les nuances des réalités sociales et nous accrocher aux valeurs de notre tradition, la compassion et la dignité de tous pour tous, même pour les criminels. Et puis je finirai avec une réflexion sur le chapitre 36 de Parashat Masai. L'héritage, vous connaissez. C'est une idée étrange. Hériter est un verbe, mais passif.
Pourquoi? Oh, parce que c'est un accomplissement de statut plutôt que d'effort. Car la loi vous permet de transmettre la richesse d'une génération à l'autre en vertu de la volonté du testament, de cette signature rapide ou fragile de votre stylo bille ou plume. C'est toujours un homme ou une femme qui profite des fruits du travail d'un autre et qui coupe le lien entre travail et récompense. Cela garantit, je dirais ainsi, un décalage entre le mérite et le résultat, tout en préservant le statu quo sur un canevas intergénérationnel. Beaucoup de choses peuvent être héritées. Des biens familiaux, des terres ancestrales, une bibliothèque bien organisée, un coffre empli de bijoux. Beaucoup de choses ne le peuvent pas, par contre. Un souvenir, un contact, l'aperçu d'un sourire, le rêve d'une danse. L'héritage est ce qui est le plus privé. Il est transmis le long de ces branches d'arbres généalogiques, excluant le reste du monde, bien sûr, aussi démuni que soit le mérite. Vous pouvez hériter. Il inscrit l'inégalité dans l'ordre des choses et l'isole d'un monde qui réclame plus de justice et une répartition plus équitable. Oui, vous allez me dire que je suis très critique vis-à-vis de l'héritage. Non, je réfléchis, je ne suis pas critique. D'un autre côté, l'héritage est tout ce que nous avons dans un langage commun concernant la culture. La culture qui, dans une planète aux richesses érodées et aux dangers en augmentation, eh bien, cette culture reste pour nous les épaules de géants. Notre héritage pour voir clairement les possibilités qui constituent notre patrimoine mutuel. Le chapitre 36 nous montre les héritages pour lesquels il faut se battre, les histoires qui doivent être réduites à néant pour que le présent prenne toute son ampleur. Les femmes aussi doivent faire ce travail depuis des millénaires pour revendiquer non seulement la richesse qui leur appartient, mais aussi ce que, oh vous la connaissez, Virginia Woolf a appelé de manière mémorable la chambre de chacun, ou plutôt la chambre de chacune. Cet espace où ce qui a précédé peut être correctement tenu au nom du meilleur et d'un avenir plus juste. Un héritage qui, sans cette alchimie-là, resterait inerte, inexistant. C'est avec cette culture que nous serons capables de financer la force la plus merveilleuse et actuelle qui est la nôtre et qui seule pourra nous faire entrevoir ce devenir parce qu'elle sera, cette culture, inscrite sur la courbe exponentielle de notre devenir. Certes, il y aurait eu beaucoup de choses à rajouter, mais cela suffit pour aujourd'hui. On se retrouve pour les alcôves du Tanakh la semaine prochaine, là aussi, depuis les plaines de Mamré, toutes proches de Hebron. Et moi, je vous dis Shalom, Shalom et Shabbat Shalom.